passé ce week-end la découverte d'archives inédites de Klaus Barbie et de ses conversations enregistrées avec un journaliste allemand, 14 heures d'entretien en 1973 en Bolivie où il s'était réfugié. Le tortionnaire nazi racontait notamment à ce journaliste sa version de la torture et de la mort de Jean Moulin en 1943. Bonjour Chloé Leprince. Bonjour. On ne comprend pas encore tout à fait comment ces archives sont restées si longtemps enfouies avant d'être mises en ligne ce week-end par l'université de Stanford. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le succès qu'elle rencontre depuis 2 jours en dit long sur le mythe que représente toujours aujourd'hui Jean Moulin. Oui, je vais vous parler d'une photo très célèbre de celui qui fut le fondateur, l'éphémère premier président du Conseil national de la Résistance. Cette photo, vous la connaissez, j'en suis sûre, elle est en noir et blanc, elle date de 1940 par son ami d'enfance Bernard. Jean Moulin est adossé à un mur, il porte un chapeau de feutré, détail important, une écharpe. Ça y est, vous l'avez. Très important, l'écharpe, car on va broder sur cette écharpe après que sa sœur, Laure Moulin, aura sanctuarisé l'image pour l'entrée de Jean Moulin au Panthéon en 1964, puis en couverture d'un livre sur son frère en 1969. Plus l'image a circulé, et plus on a répété une légende. Si Jean Moulin portait cette écharpe, c'était pour masquer la cicatrice au cou que lui avait laissé sa tentative de suicide en juin 1940, quand Jean Moulin, plus jeune préfet de France à l'époque, avait cherché à mettre fin à ses jours plutôt que collaborer avec les nazis. Un martyr, c'est le sens de cette photo, ou plutôt de sa mise en récit. Martyr, c'est le mot qu'utilise encore aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Sauf que c'est faux. Ce qu'explique l'historienne Christine Lévis-Touzé, qui a dirigé notamment le musée de la Libération, musée Jean Moulin, c'est que sa tentative de suicide en 1940 est en fait postérieure de plusieurs mois à cette image. L'écharpe n'a donc jamais servi à dissimuler cette cicatrice, pour la bonne raison qu'elle n'existait pas encore. Et Chloé, c'est finalement au nombre de contre-vérités qui ont circulé sur lui qu'on prend la mesure de ce que représente Jean Moulin dans l'imaginaire commun. Oui, et puis ça explique aussi le retentissement des inédits de Klaus Barbie ce week-end, même si ça reste des déclarations du bourreau. Des rumeurs, dès les années 50, Jean Moulin homosexuel, Jean Moulin crypto-communiste et bientôt Jean Moulin agent double à la solde des soviétiques. En 1993, le nom Moulin apparaît en prime time en alphabet cyrillique à la télé. Ce soir-là, Jean-Marie Cavada invite à la marche du siècle le journaliste Thierry Volton qui vient de publier une enquête à charge sur la compromission du résistant avec Moscou. Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin dans la Résistance, a bien du mal à démentir ce soir-là, sinon répéter que c'est faux, archi faux. De nombreux historiens critiqueront ce livre, on en retrouve aujourd'hui des traces dans les revues. Parmi eux, Pierre Vidal-Naquet, plus farouche contradicteur de Volton, avec un livre qui paraît en quelques semaines à la découverte, et puis des courriers du lecteur au Monde, à qui Vidal-Naquet aimait tant écrire pour rétablir la vérité. Ce livre, qui ne se vendra pas en librairie, s'appelle Le trait empoisonné. C'est une belle réflexion sur le fioul des contre-vérités. Un livre qui remet l'histoire à l'endroit. Mais c'est aussi dans ce livre que Vidal-Naquet réfléchit à ce qui fait un héros, sur la différence entre un héros et un grand homme, par exemple. 2 beaux chapitres que je vous recommande, qui passent par la Grèce antique. Pour Vidal-Naquet, notre propension à diviniser nos grands hommes, à mythifier le passé, c'est justement ce qui prépare, ce qui permet même l'exact contraire, la falsification, le mensonge et la calomnie. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille,
les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, C'est qui? Jean Moulin. Un chapeau, une écharpe. Tu le reconnais? C'est Jean Moulin, un Français qui s'est opposé aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il naît en 1899 à Béziers et devient préfet, chef d'un département, à 37 ans. Sais-tu pourquoi Jean Moulin est si célèbre? En 1940, c'est la guerre. Les Allemands envahissent la France et l'État français collabore avec eux. Le préfet Jean Moulin doit obéir aux Allemands, mais il veut d'abord protéger les Français. Une nuit, les Allemands accusent des militaires venus d'Afrique d'avoir massacré des gens. Ils veulent que Jean les dénonce. Mais c'est faux. Pour ne pas mentir, Jean tente de se tuer. Il survit et rejoint en secret d'autres Français opposés aux Allemands. Ce sont des résistants. Ils cachent des gens, bloquent des routes et tuent des Allemands. En Angleterre, le général de Gaulle dit que la France libre existe encore. C'est la France des résistants et il en est le chef. Il rencontre Jean Moulin en 1941 et le charge de réunir tous les résistants pour organiser les actions, l'argent et les armes. Le 21 juin 1943, Jean est dénoncé. Les Allemands le torturent et le déclarent mort le 8 juillet. Par son courage, Jean Moulin est devenu un héros. Il est enterré au Panthéon, à Paris, avec les grands hommes de France. Comme le dit Mademoiselle Moulin, il savait tout. Georges Bidault prendra sa succession. Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes mains du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi,
Et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans, puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.